Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Heure des citoyens, votre magazine sur la démocratie en Afrique de l'Ouest avec un focus sur trois pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Ghana. Pour ce numéro spécial, nous sommes en Côte d'Ivoire où nous avons tenu un forum de discussion sur comment préparer le pays à une élection pacifique à 5 mois de la présidentielle. Il a réuni les différents acteurs ivoiriens, société civile, journalistes, jeunes, femmes, défenseurs des droits de l'homme, religieux et bien d'autres. Vous pouvez suivre ce forum sur nos différentes plateformes en ligne. En marge de ce forum de discussion, nous avons également abordé le thème de notre débat ce week-end, l'avenir de la démocratie, comment la nouvelle génération peut-elle façonner la gouvernance démocratique. Pour ce programme spécial en Côte d'Ivoire, nous sommes avec Issa Yaro, président du Régilao, le réseau des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes également avec Rita Pascal Kwaminan, activiste, présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi avec Francine Akaangui, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Quand on parle de perception de la gouvernance et de la démocratie par la nouvelle génération de jeunes filles, de termes de façon générale, d'abord, comment est-ce que cela est perçu? D'accord, merci déjà pour l'opportunité. Il faut dire que de plus en plus, il y a un réveil. On va dire surtout cette dernière décennie, on voit que les jeunes filles commencent à s'intéresser beaucoup à la politique. Les femmes osent prendre la parole. Chose qu'on ne voyait pas peut-être auparavant. C'est vrai qu'il y avait déjà des femmes qui étaient là sur la scène politique, mais on se rend compte qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui osent parler. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on souhaite, mais il y a quand même ce petit groupe de femmes-là qui commencent quand même à prendre la parole et qui commencent à s'imposer au niveau de tout ce qui est vie politique en Côte d'Ivoire. Francine Akaangui, c'est également le constat que vous faites. Alors merci de nous donner l'opportunité de parler de la représentativité des femmes donc dans les processus démocratiques en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population de la Côte d'Ivoire est composée à quasiment 50% de femmes. Nous avons un taux de 47% de femmes, mais au niveau de leur participation féminine, au niveau des élections, notamment élections municipales, régionales et sénatoriales, nous avons eu un taux de 34% de candidatures féminines, mais avec un taux réel d'environ 15% de femmes élues. Et ce taux de 15% se retrouve à peu près dans toutes les administrations, tous les postes nominatifs ou électifs donc des femmes. Donc on dirait environ 15% de femmes participent au processus de décision en Côte d'Ivoire. Et au processus démocratique de façon générale, à travers l'engagement, comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce qu'on jauge l'implication des femmes? Alors bon, à ce niveau-là, les chiffres sont un peu meilleurs, on va dire, qu'on atteint environ 30% de femmes inscrites sur les listes électorales, mais vous voyez que c'est un taux qui reste encore faible. Et justement, Issa Yaro, quelle est la perception aujourd'hui des jeunes quand on parle de démocratie et de gouvernance ou de réinventer la démocratie et la gouvernance de notre région ouest-africaine? Comment est-ce que les jeunes perçoivent cela précisément en Côte d'Ivoire? C'est d'abord un plaisir pour moi de prendre part à cette émission spéciale, donc depuis la capitale économique de notre pays. Alors, il faut rappeler que avant nos indépendances, il y a eu des personnes, des leaders donc qui ont incarné effectivement ces indépendances. Et après les indépendances, on a de plus en plus une catégorie de jeunes qui s'intéressent à la vie politique, puisque par définition, la politique, c'est la gestion de la chose publique, donc la gestion de la cité. Et de plus en plus, on a des jeunes engagés qui sont très actifs au sein des partis politiques, qui sont très actifs au sein donc de la société civile, qui prennent de plus en plus la parole, qui prennent de plus en plus une part active donc aux décisions, aux prises de décisions, au plus haut sommet de l'État. Et je pense que la perception que ces jeunes-là ont, c'est effectivement de contribuer à leur façon en étant des acteurs clés donc dans les prises de décision et la gestion de nos États. Alors aujourd'hui, quand on regarde la gouvernance, quel est le mode de gouvernance, la démocratie à laquelle aspirent des dames, des jeunes dames?
Oui, on va dire, c'est une démocratie qui est inclusive parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un réel besoin d'inclure les femmes parce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes constituent près de la moitié de la population. Mais en tenant compte des statistiques des femmes qui occupent les postes de décision, on se rend compte qu'il y a une infime partie des femmes qui occupent ces postes-là. Et aujourd'hui, le modèle de démocratie auquel on aspire, sinon qu'on voudrait voir en Côte d'Ivoire, c'est un modèle qui est encore plus inclusif, où on donne la chance aux femmes, on donne l'opportunité aux femmes de s'exprimer. Parce que nous sommes dans une société où il y a l'homme et la femme, et c'est ces deux entités-là qui doivent travailler ensemble pour pouvoir parfaire le développement. Et le modèle de démocratie, comme je le disais tantôt, auquel on aspire, c'est un modèle qui tient compte à la fois des besoins de la femme et des besoins de l'homme. Et qui mieux d'autre que la femme peut elle-même parler pour le compte de la femme et défendre les intérêts de la femme. C'est pourquoi nous souhaitons que notre démocratie, qui est en marche en Côte d'Ivoire, c'est vrai que des efforts ont été faits par l'État, mais nous souhaitons que cette démocratie soit davantage inclusive, qu'elle inclue les femmes, non seulement en tant qu'électrices, qu'on leur donne les moyens de pouvoir voter, mais également qu'on leur permette également d'être candidates aussi, au même titre que les hommes. Et c'est un appel qu'on lance aux partis politiques et également au gouvernement, à toutes les institutions, de pouvoir accompagner les femmes vers ce besoin-là qui est de trouver des femmes leaders, sinon de former cette élite-là qui va représenter la voix des femmes au poste de décision. Et justement, concernant aujourd'hui l'engagement des femmes en politique, comment est-ce que ça se mesure? À quel point, à quel degré aujourd'hui sont-elles engagées? Oui, je pense que les femmes sont engagées, mais malheureusement, on ne les voit pas assez au poste de décision. Elles sont engagées au sein des partis politiques, on les voit à la mobilisation. Il faut simplement aller peut-être à une réunion de partis politiques. Vous allez voir le nombre de femmes qu'il y a au sein des partis politiques. Malheureusement, elles n'occupent pas des postes de décision. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Voir davantage de femmes qui parlent, des femmes qui sont capables de s'asseoir à la table de décision et de parler. Sinon, les femmes sont engagées en politique, mais malheureusement pas à des postes de décision. Et voilà. Comment les femmes comprennent concrètement leur participation au processus démocratique? En Côte d'Ivoire, on sait que le pays a quand même connu plusieurs crises politiques. Comment les femmes comprennent leur engagement citoyen et leur participation au processus démocratique dans le pays? Écoutez, la perception des femmes varie en fonction de leur niveau d'éducation, en fonction de leur milieu rural ou urbain, de leur statut socio-économique. Voilà, parce que, encore une fois, nous avons un fort taux d'analphabètes, de femmes analphabètes en Côte d'Ivoire, et ce qui peut expliquer qu'elles ne comprennent pas forcément c'est quoi le processus démocratique. Mais dans l'ensemble, quand même, elles sont, je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que elles le comprennent, mais elles se sentent pas forcément concernées. Vous voyez, elles se sentent pas forcément concernées dès l'instant où elles n'ont pas leur candidat ou elles connaissent pas les candidats en liste, donc elles ne se sentent pas forcément concernées ou elles manquent de confiance. Elles manquent de confiance dans le système. Elles se disent que le système est corrompu et qu'elles ne pourront rien y changer. Donc voilà. Ou bien quand elles ont conscience du processus démocratique aussi, souvent elles se disent que elles ont un rôle subalterne à jouer. On les voit plus comme des militantes, des forces de soutien, d'animation, plutôt que comme des vraies actrices principales dans la sphère politique. Le processus démocratique, c'est aussi l'engagement citoyen à travers des actions citoyennes. À ce niveau, comment est-ce que les femmes sont impliquées? Comment est-ce que ça se comprend? Bon, écoutez, les femmes, elles sont impliquées justement à travers les ONG, à travers les associations. On essaye de les sensibiliser à la chose citoyenne, à leur expliquer. Mais comme je vous ai dit, c'est encore très difficile parce que les niveaux d'éducation ne sont pas très très élevés et donc ça reste encore difficile. Et puis, il faut pas oublier aussi la manière de faire la politique dans nos pays où il y a beaucoup de violence. Donc les femmes elles craignent ces violences. Elles craignent ces violences, donc elles comprennent le devoir citoyen. Donc elles iront voter, mais tout ce qui est avant, tout ce qui entoure ce processus-là, elles n'ont pas forcément envie de s'y impliquer. Et quels sont les aspects ou les sujets qui préoccupent ou intéressent les femmes quand on parle de processus démocratique en Côte d'Ivoire? Alors, ce qui intéresse les femmes, bon, je vous dirais déjà
la paix. Les femmes sont soucieuses d'un environnement pacifique. Elles sont soucieuses d'un environnement pacifique. Ensuite, elles sont soucieuses de l'avenir de leurs enfants. Donc, tout ce qui concerne les questions d'éducation, de renforcement de capacités, etc. Elles sont soucieuses de ces questions-là. Elles sont soucieuses de ces questions-là et elles souhaiteraient aussi être mieux impliquées ou plus impliquées dans la gouvernance. Or, je vous ai dit que le taux de femmes au poste de décision, ça tourne autour de 15%. Donc, vous voyez que ça reste très faible. Et donc, elles n'ont pas beaucoup de modèles de femmes qui sont à des postes de décision et qui pourraient vraiment les encourager, elles aussi, à s'engager dans des actions politiques ou citoyennes. Vous voyez, donc ça reste encore un milieu d'hommes, on va dire ça comme ça, parce que bon, il y a aussi nos cultures qui font que la femme reste toujours en retrait. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que les textes sont là, les actions de sensibilisation sont faites, mais les femmes ont encore du mal à s'engager. Issa Yaro, vous qui êtes au contact de jeunes, des hommes cette fois, finalement, quel est le degré d'engagement de ces jeunes pour un renouveau démocratique, mais aussi dans la gouvernance? Je pense que de plus en plus, les jeunes sont engagés. Donc, on les voit au sein des organisations de jeunes dans nos différentes villes. On les voit prendre des initiatives, surtout en cette période préélectorale, puisque dans 5 mois, la Côte d'Ivoire va faire face à de nouveaux défis. On voit les jeunes prendre des décisions, faire des sensibilisations de sorte à amener leurs pairs jeunes à avoir des comportements responsables, à avoir des comportements citoyens et à garantir à la Côte d'Ivoire des élections électorales apaisées. Aussi, au niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État, on les voit quand même au sein des partis politiques, il y a une montée en puissance. Donc, des jeunes au niveau des postes décisionnels et même dans le gouvernement, on a aussi des jeunes qui occupent des postes de responsabilité et qui, si vous voulez, constituent cette aspiration profonde de leur père jeune, de sorte donc à conduire cette majorité sociale vers un engagement de plus en plus important. Et justement, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes aujourd'hui peuvent réinventer la démocratie, la gouvernance, justement pour se faire une place? Déjà, comment les femmes peuvent réinventer? C'est déjà, je peux dire, s'imposer et aussi oser. Parce que beaucoup de femmes n'osent pas. Elles n'osent pas pas parce qu'elles n'ont pas de compétences, mais parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité d'exprimer ces compétences qu'elles ont en elles, en fait. Et comme je le disais tantôt, au sein de nos partis politiques, on a beaucoup de femmes. Mais il faut donner l'opportunité à ces femmes-là d'oser. Elles peuvent innover tout simplement en portant leur regard. On sait que la manière dont une femme dirige est différente de celle d'un homme. Et donc, le regard de la femme peut apporter une innovation en termes de démocratie. Le plus que la femme va apporter en tenant compte de ses besoins spécifiques, parce que je le disais tantôt, nous sommes dans une société où il y a l'homme et la femme, et la femme avec son regard de femme, de mère, de celle-là même qui est la matrice même de la société, va apporter un plus à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi on doit impliquer davantage les femmes dans tout ce qui est la gestion de la chose publique et leur donner l'opportunité de s'exprimer davantage dans tout ce qui est démocratie. Et les femmes ont beaucoup à apporter, elles peuvent le faire. Déjà, mais il faut voir déjà les femmes leaders que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire sont des femmes qui s'imposent, qui s'affirment, qui prennent la parole. Et donc, si on donne plus de chances, plus d'opportunités aux autres femmes de pouvoir leader, on va assister à une démocratie qui sera inclusive et qui va permettre l'avènement d'un développement qui sera profitable à tous, autant aux hommes qu'aux femmes. Comment mieux impliquer les femmes dans le processus démocratique en Côte d'Ivoire? Bon, je pense qu'il faut faire de la sensibilisation ciblée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire, à mon sens, faire des campagnes d'éducation civique adaptées, par exemple, aux femmes du milieu rural. Campagnes en langue et vraiment ciblées, région par région, faire vraiment du corps à corps, on va dire. Mais quand ça reste des campagnes de masse, elles se sentent pas forcément touchées ou concernées. Mais si on fait des campagnes beaucoup plus ciblées,
je pense qu'on pourra mieux les impliquer. Ensuite, les formations, bien évidemment, renforcement de capacité de celles qui déjà sont sur le terrain, celles qui dirigent des associations, des groupements, passer déjà par ces femmes-là pour améliorer leur leadership et faire en sorte qu'elles encouragent les autres à s'engager, en faisant aussi du mentorat. Ces femmes-là, justement, pas qu'elles seront formées, qu'elles seront elles-mêmes renforcées dans leur capacité, dans leur confiance, elles pourront montrer d'autres femmes pour les inspirer et les guider dans cette démarche de participation citoyenne. Ce sont les femmes elles-mêmes qui peuvent encourager d'autres femmes. Et bien sûr, vous avez parlé tantôt de la question de l'éducation concernant l'implication des femmes dans le processus démocratique et dans l'engagement politique de façon générale. Vous avez souligné la question d'éducation des unes et des autres. Finalement, dans les zones rurales, comment est-ce que ça se passe? Comment mieux impliquer les femmes de ces zones-là? Oui, c'est pour ça qu'on fait la campagne pour que on mette les filles à l'école. Vous savez que l'école est obligatoire pour les filles et les garçons maintenant de 0 à 16 ans. Donc, ça aussi, c'est un facteur d'amélioration. Je veux dire, il faut amener les filles à l'école, mais ensuite, il faut les maintenir à l'école. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Parce qu'une fois que la fille est en âge de puberté et qu'on la marie, elle quitte l'école. Donc là aussi, il y a toute une sensibilisation à faire pour que les filles soient maintenues à l'école, et même s'il y a une grossesse en cours de scolarité, parce que vous savez que ça aussi, c'est un autre phénomène, mais il faut pouvoir maintenir les filles à l'école pour qu'elles puissent atteindre le maximum d'années d'études et arriver à des études universitaires. Donc, je pense que ça, c'est déjà la première chose, l'école, investir dans l'éducation des filles pour qu'elles puissent aller à l'école. Ensuite, quand elles n'ont pas eu cette opportunité-là d'aller à l'école, investir dans le renforcement de capacité des femmes. Parce que vous avez toujours, par exemple, des femmes qui seront agricultrices, qui vont faire du vivrier, qui vont faire de la couture, de la coiffure, etc. Mais il faut renforcer leur capacité dans ces métiers-là pour qu'elles puissent être vraiment autonomes, vous voyez. Et puis, comme je reviens là-dessus, il faut mettre en avant des modèles féminins, des modèles de femmes leaders, des modèles de réussite féminine, vous voyez, pour leur montrer qu'effectivement, des femmes y sont arrivées, elles aussi, elles peuvent y arriver. Et Issa Yaron, justement, comment permettre également aux jeunes, à la nouvelle génération, de réinventer cette démocratie, cette gouvernance à Côte d'Ivoire? Il faut d'abord rappeler que nous sommes de jeunes démocraties. C'est très important de le rappeler. Et pour moi, la meilleure manière d'associer effectivement ces jeunes, c'est de leur confier des postes de responsabilité, en renforçant davantage leur formation politique, leur formation communautaire, de sorte que les jeunes, effectivement, qui sont de plus en plus engagés, aient les outils nécessaires, donc liés à leur capacité d'agir et de pouvoir donc contribuer, comme on les y attend, d'accord, à l'expression de la démocratie. Donc, cela passe, comme je l'ai dit, par la formation et par les postes de responsabilité qu'on leur confierait. Je pense que de plus en plus, en Côte d'Ivoire, par exemple, les jeunes sont disposés, les jeunes sont disponibles à lutter, à s'engager. Et nous le disions pendant le panel tout à l'heure, il faut juste un renforcement des capacités à leur niveau. Il faut un appel à la responsabilité, de sorte qu'effectivement, les jeunes qui constituent cette majorité donc de notre société puissent effectivement prendre cette conscience effective qu'elle constitue la force et que grâce à la mise en exergue de ces énergies, elle peut effectivement arriver à imposer, d'accord, sa volonté, à imposer ses choix. Et justement, comment est-ce que vous pensez que les femmes peuvent avoir le pouvoir de façonner la gouvernance et de se faire une place? Déjà, les femmes, par le nombre qu'elles constituent en Côte d'Ivoire, on a dit les femmes, c'est plus de 47% de la population, donc près de la moitié de la population, constitue déjà une force. Et donc, cette force-là, il suffit d'ajouter à cela la formation et l'encadrement qu'il faut. Elles seront une chance pour la démocratie. Et donc, pour moi, le nombre déjà même est une force, mais
le nombre aussi ne suffit pas. Il faut ajouter à cela la qualité, il faut ajouter cela la formation. Et si ce cocktail-là est mis en œuvre pour accompagner les femmes, elles vont innover, elles vont apporter un plus. Et donc, comment elles peuvent le faire? C'est tout simplement en les mettant au devant des choses, en leur donnant la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir l'idée aussi. Et c'est comme ça qu'elles pourront innover davantage. Voilà. Il y a des femmes aujourd'hui dans les partis politiques, ça se voit. La plupart du temps, on leur assigne un rôle de mobilisation, d'animation, etc. Alors, comment aujourd'hui ces femmes peuvent se faire plus de place dans l'espace politique? Comment peuvent-elles plus émerger? Bon, déjà, je dirais qu'il faudrait que les partis politiques eux-mêmes fassent leur mue, parce que dans les partis politiques, le règlement intérieur prévoit l'obligation de quotas féminins dans les instances de direction du parti. Vous voyez, si déjà les partis prévoient 50%, même ne serait-ce que 30% de femmes dans leurs instances dirigeantes, ça va eux-mêmes les obliger à désigner, à nommer des femmes à ces postes-là. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous voyez, ça fait comme un entonnoir, c'est-à-dire que vous avez la masse dans les partis politiques, hein, j'entends. Vous avez donc la masse des partisans où vous allez avoir beaucoup de femmes en bas, à la base, beaucoup de femmes, mobilisation, animation, etc. Et plus on monte, et moins il y a de femmes. Donc, comment voulez-vous que les femmes de la base soient encouragées à occuper des postes de décision? Donc, si déjà les partis politiques font leur mue en s'imposant de mettre des femmes dans leur poste de direction, déjà, je pense qu'il y aura une amélioration. Parce que les femmes de la base verront qu'elles peuvent, elles aussi, aspirer à diriger un jour le parti politique. Alors aujourd'hui, on voit des partis politiques en Côte d'Ivoire qui sont créés par des femmes. On voit des femmes à la tête de partis politiques. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, comment permettre aux femmes de plus s'affirmer? Pourquoi pas de créer leur parti politique et de porter un engagement citoyen et un combat politique vis-à-vis des femmes et de façon générale, hein. Écoutez, c'est toute la question. Hein. Justement, moi je vous pose la question puisque vous êtes au contact de ces femmes. Oui, mais on est au contact des femmes. Et si vous voulez, aujourd'hui, moi, le constat que je ferais, c'est qu'il y a des femmes qui veulent bien s'engager. Il y a des femmes qui veulent bien s'engager en politique. Mais, je le répète, il y a beaucoup de facteurs, d'abord socio-culturels, où on va nous dire c'est pas la place d'une femme. Ensuite, il y a les facteurs de peur, où voilà, on a peur de la violence, on a peur des agressions physiques, verbales. Ensuite, il y a la question financière. Toutes ces questions-là font que les femmes, comment dire ça, que l'engagement des femmes ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de freins. Donc, il faudrait lever tous ces obstacles. Vous me direz comment. Mais il faudrait que les pouvoirs en place donnent des garanties aux femmes. Je dis par exemple, je vous ai dit ça déjà tout à l'heure, leur donner un petit financement pour les aider pendant les campagnes, assurer leur sécurité physique pendant les campagnes, etc. C'est-à-dire que ça demande un engagement aussi de la part des autorités, des pouvoirs publics. Comment aujourd'hui mieux représenter les femmes au niveau des instances de prise de décision? Comment aller vers cette meilleure représentativité des femmes à ce niveau où se décident très souvent les politiques de développement public? Oui, déjà, il faut encourager les femmes à se présenter parce que ce sont des postes électifs. Donc, ce ne sont pas des postes nominatifs. Les postes de maire, députés, conseillers régionaux, ce sont sénateurs, ce sont des postes électifs. Donc, il faut encourager les femmes à se présenter. Il faudrait prévoir des financements pour ces femmes-là, parce que souvent, le problème du financement en matière d'élection est crucial. Et comme je disais, les femmes ne sont pas forcément autonomes financièrement, donc c'est un peu un cercle vicieux. Si vous n'êtes pas autonome financièrement, comment vous faites pour faire une campagne électorale, etc., etc. Donc, il faudrait prévoir des financements ciblés, une fois de plus, pour les femmes,
afin qu'elles puissent participer donc au processus électoraux. Ensuite, il faudrait encourager aussi les femmes à jouer des rôles au niveau local, au niveau communautaire. Par exemple, on assiste de plus en plus à des femmes qui sont chefs de village, et donc ça, il faudrait montrer ces femmes-là en exemple pour que les autres femmes n'aient pas peur de devenir chef du village, ou aussi participer, par exemple, vous savez, on a des comités fonciers dans les villages et dans lesquels on demande qu'il y ait au moins une femme. Il faut les encourager à participer à ce genre de comité-là pour qu'elles voient comment ça se passe, comment se dirige ce genre de comité. C'est un peu ce que je pourrais vous dire comme idée. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la démocratie en Côte d'Ivoire quand on sait que la classe politique en Côte d'Ivoire reste toujours une classe politique plus ou moins vieille, sinon une classe politique qui est quand même là depuis très longtemps, alors qu'il y a des jeunes bouillonnants qui veulent s'imposer, qui veulent prendre le pouvoir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette démocratie ivoirienne? Alors, là, je parle en qualité de jeune. Je pense que l'avenir pour la participation démocratique des jeunes dans notre pays est très prometteur. Je l'ai rappelé tout à l'heure, notre démocratie est très jeune et de plus en plus, au regard des réalités dans d'autres pays tels que le Sénégal, tels que le Burkina, au regard de l'engagement des jeunes dans ces pays-là, est en train de façonner la manière de faire donc des jeunes Ivoiriens. Donc de plus en plus, comme on l'a dit, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Donc il revient à la jeunesse qui constitue effectivement cette force d'aller arracher le pouvoir à cette classe que nous jugeons par en griffe de vieille. Donc de plus en plus, je pense qu'il y a une montée quand même importante des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui veulent effectivement le changement et qui se donnent les moyens d'y arriver. Je le réponds, cela passe effectivement par une culture politique très saine, en passant par la formation afin de donc renforcer nos capacités, de sorte que même si nous arrivons à arracher ce pouvoir dont nous rêvons tant, que nous puissions l'accomplir de façon objective, parce qu'effectivement, nous avons les compétences qu'il faut à la base. Donc, j'encourage les jeunes davantage à ne pas baisser les bras, à continuer de se former, à continuer de militer, à continuer de s'engager, à prendre les décisions avec courage et responsabilité et effectivement à aller chercher ce qui nous revient le droit. Comment arriver également à voir les femmes justement au devant de la scène? Comment arriver à voir ces femmes s'imposer aujourd'hui dans le système démocratique, dans la présidence de façon générale en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que les efforts déjà qui ont été imprimés par l'État ivoirien sont à saluer. Aujourd'hui, on a la loi sur le quota. C'est vrai qu'on voulait la parité, mais déjà, c'est une avancée pour nous quand on voit la loi sur le quota. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, je le disais tantôt, surtout les jeunes femmes, commencent à s'intéresser aussi à la chose politique. Et pour moi, c'est déjà promoteur pour les femmes. On se dit que c'est un processus qui est en cours et qui a bien commencé. Déjà, on voit déjà les premières gemmes en fait de la chose. Et on se dit que d'ici quelques décennies, on va assister à une démocratie qui sera assez inclusive, où il y aura des femmes qui vont aussi prendre la parole. C'est vrai que déjà, nous avons des femmes qui sont là, qui sont des repères, qui représentent des modèles pour d'autres femmes. Mais on sait que à l'avenir, on aura davantage de femmes, plus de femmes qui seront au devant de la scène politique pour le bien-être de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais comment arriver à motiver les femmes dans ce sens, qui sont souvent plus ou moins réticentes? Oui, motiver les femmes déjà passe déjà par, pour moi, c'est d'abord la formation. Il faut travailler aussi sur le développement personnel parce que c'est un aspect des choses qu'on néglige le plus souvent parce que je peux avoir des compétences, mais si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux arriver à ne rien faire. Et le travail pour moi, en ce qui concerne les femmes, c'est développer leur confiance en elles, leur dire, sinon leur amener à prendre conscience de leur potentiel et dire qu'elles ont un plus à apporter. Lorsque je sais qu'en tant que femme, je peux changer la donne, lorsque je sais qu'en tant que femme, j'ai les compétences pour pouvoir améliorer les choses, je me donne à 100%. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire déjà avec les femmes. Les motiver aussi, en leur donnant aussi la parole, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner des postes de décision pour donner, mais nous avons au sein de nos partis politiques des femmes qui se démarquent autant par leurs compétences, mais aussi également par leur engagement au sein du parti politique. Donc, c'est donner encore l'opportunité à ces femmes-là d'être au devant de la scène et ça va encourager d'autres femmes parce que
il s'agit de modèles aussi pour d'autres femmes. Plus on voit des femmes au devant des choses, plus on aura des femmes qui ont envie de faire comme elles. Et donc, c'est tout cela que nous devons mettre en œuvre pour permettre aux femmes, pour encourager, voilà, les femmes, les motiver à s'intéresser à la chose politique et à prendre aussi le devant de l'arène politique. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'engagement des femmes dans le processus démocratique en Côte d'Ivoire? Alors moi, je suis très optimiste parce que je sens un véritable engouement des femmes. Je sens un véritable engouement des femmes pour le processus électoral. Surtout que les femmes veulent que les élections se passent, soient apaisées et soient inclusives. Et je sens qu'elles sont prêtes à faire, en tout cas, ce qu'il faut pour que ce soit le cas pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Et qu'en est-il concrètement pour l'engagement citoyen? Car on le soulignait un peu plus tôt, le processus démocratique, c'est aussi l'engagement citoyen et pas seulement les questions électorales. Oui, l'engagement citoyen, écoutez, surtout au niveau des jeunes, surtout au niveau des jeunes femmes, cet engagement-là, quand vous allez sur les réseaux, vous voyez, vous pouvez lire les échanges, vous voyez que les jeunes sont engagés, de manière générale. Et bien sûr, on ne saurait se quitter sans parler également de l'engagement citoyen de votre organisation, sinon de votre association. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'engagement citoyen de votre organisation concrètement? Déjà, nous participons systématiquement à tout le processus démocratique, dans le sens où nous sommes accrédités par la Commission électorale indépendante pour faire de la sensibilisation à chaque étape. Donc, nous avons fait la sensibilisation au niveau de la révision de la liste électorale. Nous avons fait des campagnes, nous sommes allés dans les marchés, nous sommes allés là où les femmes, en tout cas, se trouvent à l'intérieur du pays et tout ça, pour leur expliquer le bien fondé d'être sur la liste électorale. Nous menons des actions pour les aider à obtenir leur papier, leur état civil, c'est-à-dire tout ce qui est extrait de naissance, etc. Donc là aussi, nous menons des actions concrètes là-dessus. Ensuite, nous menons des actions, comme je vous ai dit, à chaque étape. Quand on va commencer, même quand les campagnes vont commencer, on va commencer nous aussi nos campagnes de sensibilisation. Nous sommes membres de coalitions avec d'autres acteurs de la société civile, notamment la coalition de la société civile pour l'observation des élections. Nous sommes membres de cette plateforme. Nous sommes membres de plusieurs réseaux qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, voilà un peu en gros nos actions en vue de la meilleure participation citoyenne. Personnellement, je crois en l'avenir des jeunes. Personnellement, je crois en l'avenir des jeunes parce que je le disais, il y a quand même quelques jeunes qui ont cette conscience professionnelle, cette conscience citoyenne, cette conscience démocratique qui aspirent au changement et qui veulent voir effectivement cette force-là s'impliquer et reprendre les choses en main. Donc, généralement, ces jeunes multiplient les formations, ces jeunes multiplient les campagnes de sensibilisation. Et je pense qu'on va arriver à un moment où on aura une vaste adhésion, une grande adhésion des uns et des autres. Voilà, on va réussir effectivement à reconsidérer nos modèles sociaux, à se départir donc de tout ce qui est comme divertissement et à s'attacher à ce qui est le plus important pour nous. Voilà. Le réseau des leaders qui regroupe des jeunes, vous menez plusieurs activités. Et justement, quelles sont les activités que vous menez concrètement pour ce processus démocratique en Côte d'Ivoire avant de venir sur les résultats obtenus? On le fait quotidiennement. Le réseau ivoirien des leaders est un réseau né en 2016, comme je le dis, et existe à Bouaké, par exemple, depuis 2018. Donc, c'est un réseau qui est fortement engagé dans la promotion de la participation citoyenne et démocratique donc des jeunes. Et au niveau de Bouaké, où j'ai la lourde donc responsabilité de diriger la coordination, on mène quand même pas mal d'activités. Et au rang de ces activités, j'ai signifié tout à l'heure le Grain citoyen qui est une activité phare
qui donc consiste pour nous d'aller vers les jeunes dans leur environnement social immédiat et discuter avec eux de leur réalité concernant leur implication ou leur participation politique ou citoyenne, donc à la vie de la nation. Donc on récolte, on fait des échanges, on récolte un peu leurs suggestions, leurs avis, et au bout, on consigne tout ça dans un rapport, comme je l'ai dit, sous forme de plaidoyer que nous déposons auprès des autorités administratives et politiques, de sorte qu'elles puissent prendre ça effectivement dans leur mode de gouvernance. Et à l'approche des élections, nous organisons également des ateliers politiques et démocratiques. Donc, ce sont des ateliers qui réunissent pratiquement quasiment l'ensemble des leaders d'organisations politiques, citoyens, de jeunes et de femmes de la région autour d'un idéal commun pour donc situer les enjeux des différentes élections. Nous l'avons fait par exemple à l'aube des élections régionales donc qui se sont tenues en 2023 et ça a permis quand même à la région de Bouaké de garantir des élections apaisées, des élections démocratiques. Il y a plusieurs décennies, par exemple, Bouaké, c'était le théâtre. C'était le théâtre donc des violences, surtout quand on approchait vers les élections. Mais depuis un moment, c'est de vieux souvenirs. À côté de ça, je vais parler tantôt de la révision électorale qui vient de s'achever. Effectivement, on a mené une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des nouveaux majeurs, de sorte donc à les amener à effectivement s'inscrire sur la liste électorale. C'est plusieurs centaines de nouveaux majeurs que nous avons réussi à faire inscrire sur les listes électorales. Et nous arrivons donc au terme de cette discussion enregistrée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de notre forum de discussion sur comment préparer la Côte d'Ivoire à une élection pacifique à 5 mois de la présidentielle. Ce forum a réuni les différents acteurs ivoiriens, société civile, journalistes, jeunes, femmes, défenseurs des droits de l'homme, religieux et bien d'autres. Je vous le disais en début de cette émission, vous pouvez le suivre, ce forum, sur nos différentes plateformes en ligne. En marge de ce forum, notre débat ce week-end était consacré à l'avenir de la démocratie. Comment la nouvelle génération peut-elle façonner la gouvernance démocratique? Pour ce programme spécial, nous étions à Abidjan avec Issa Yaro, président du Régelao, le réseau des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest. Nous étions également avec Rita Pascal Kwaminan, activiste présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, et Francine Akaangui, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci à tous nos invités. Merci également à vous, Francis Boniface, à la partie technique. Cette discussion, vous pouvez aussi la suivre sur notre plateforme YouTube. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure des citoyens. Je vous le rappelle encore, l'heure des citoyens, c'est votre magazine sur la démocratie en Afrique de l'Ouest avec un focus sur 3 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Ghana, avec des acteurs de premier plan et des experts de qualité. Nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie, de la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement, des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Cette émission est produite avec le soutien de NED, la National Endowment for Democracy. Bon week-end à tous, portez-vous bien.